Nous retrouvons donc Xavier Roffer, criminologue, professeur associé au département de recherche en sciences criminelles à Fudan University, donc à Shanghai, à Washington, directeur de collection au CNRS et auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme. Xavier Roffer, bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement bien et je vous prie de m'excuser car, vous savez, on a écrit, la philosophie du XXe siècle a écrit beaucoup de choses sur la trahison de la technique. Eh bien, je viens d'en être victime parce que, pour des raisons qui m'échappent totalement, le moniteur, tout ça sur mon ordinateur, refuse de fonctionner. Donc, en attendant les signaux de fumée et le tam-tam, on parle par téléphone. Voilà, mais on est déjà ravis d'avoir, votre voix et puis les auditeurs peuvent retrouver énormément d'entretiens, que vous avez pu nous donner, par visio si ça les intéresse. Mais voilà, merci d'être avec nous au moins par, téléphone, Xavier Hofer. Alors on voulait faire le bilan de cette journée du 10 septembre. Évidemment, je vais quand même commencer par vous interroger sur, cet assassinat de Charlie Kirk qui a eu lieu, hier aux États-Unis, cet influenceur, conservateur qui donnait des conférences dans les universités et qui a été abattu en direct par un tir longue distance. Comment est-ce que vous lisez, vous, cette actualité, Xavier Hofer? Si on veut écarter un peu la focale et regarder les choses d'un peu haut, on s'aperçoit que toujours plus, et c'est préoccupant, les États-Unis se divisent en deux blocs d'à peu près taille égale, c'est-à-dire chacun de 23 ou 24 États, dans lesquels tout diverge. C'est-à-dire, vous savez que les États-Unis sont une fédération dans laquelle il y a 50 États, chaque État ayant des législations sur tous les sujets, parfois follement différentes, avec un petit minimum consacré au fédéral. Et il y a des États dans lesquels on a au pouvoir et imposant ses lois une gauche qui parfois est presque socialiste maintenant, et de l'autre, on a affaire à des gens dont le caractère de droite s'affirme d'année en année. Et vous avez même, c'est passé inaperçu chez nous, mais je crois il y a 2 ans, l'État du Texas, qui a été un État souverain avant de rejoindre les États-Unis un petit peu, puis la Confédération, c'est-à-dire les États sudistes de 1861 à 1865, et puis retour dans les États-Unis, cet État, donc le Texas, a voté il y a 2 ans ou 3 ans une nouvelle possibilité de sécession. Donc ce qui s'aggrave aux États-Unis, c'est une atmosphère dans laquelle la polarisation s'intensifie entre deux blocs, entre des gens qui sont dans la tradition américaine classique et des gens qui ont viré dans une sorte de gauchisme parfois échevelé. Et donc, l'assassinat de Charlie Kirk en est une des manifestations, mais il y en a bien d'autres, il y en a tous les jours. C'est-à-dire qu'une partie des États-Unis ne supporte plus bien de vivre avec les autres. Quand le président est démocrate, les États républicains grognent, bronchent, votent des lois sur l'armement qui diffèrent et qui contredisent systématiquement celle de la présidence en vigueur et vice-versa dans l'autre sens. Donc c'est une manifestation et chaque année un peu plus nombreux dans les sondages, les Américains, les citoyens américains pensent que ce pays va vers la guerre civile. Donc c'en est une manifestation tragique parce que le type était courageux, hein, il allait dans des endroits où c'est pas facile d'être de droite et il tenait tête, mais il faut s'attendre à ce que ces phénomènes-là se multiplient. Quand je parlais de gauchisme échevelé, ça va même jusqu'à la typographie. Quand vous lisez le New York Times, vous lisez que dans un autobus ou dans un tramway, je ne sais plus trop où, récemment, un monsieur noir avec un N majuscule a assassiné une jeune femme blanche Mmh. avec un B minuscule. Voilà, il y a une typographie spéciale pour les chouchous raciaux et une typographie un peu méprisante pour ce qu'on appelle aux États-Unis dans ces milieux-là white trash, les ordures blanches. Ouais.
Alors, ce qu'il y a d'assez, intéressant aussi, c'est de noter, que dans l'imaginaire collectif, la violence, notamment par arme à feu, elle viendrait plutôt du camp, conservateur. On a cette image, effectivement, du vieil américain white trash, parce que l'expression est consacrée, qui sort avec son fusil pour, défendre, sa maison, et sa femme. En réalité, cette violence-là, elle viendrait plutôt de la gauche désormais. Il y a encore quelques semaines, on a vu aussi un jeune trans donc, qui tuait des enfants dans une école. On a maintenant Charlie Kirk qui a été abattu en direct. Est-ce qu'il ne faudrait pas un changement de mentalité sur la façon dont on perçoit cette violence, donc notamment par arme à feu, Xavier Hofer? Alors les deux ont toujours cohabité, on ne se souvient plus, mais dans les années 60-70, il y a même eu aux États-Unis des mouvements terroristes d'extrême gauche, un peu semblables aux Brigades Rouges, qui s'appelaient Weather Underground et qui ont tué des gens, des policiers, etc., avant d'être ou capturés ou abattus. Mais les deux violences ont toujours cohabité. Et puis, entre un État et un autre aux États-Unis, vous avez des fois des oppositions très violentes. Quand vous êtes au Kansas, vous avez à côté le Missouri pendant la guerre de sécession. Et rien n'a cessé depuis. Le Missouri voulait rejoindre la Confédération et le Sud et en a été empêché. Et le Kansas, au contraire, était un État violemment anti-esclavagiste et républicain. Et vous avez aujourd'hui encore des t-shirts à vendre à Kansas City sur lesquels il y a marqué Kansas, l'État qui vous protège des dingues du Missouri depuis 150 ans. Vous voyez qu'il y a des oppositions comme ça, et l'histoire compte. Vous savez, ce dont on ne se souvient pas ou qu'on ne sait pas en France, c'est que pendant les 5 ans de guerre sauvage, qui a fait 600 ou 700 000 morts entre le Nord et le Sud, le plus grand nombre de morts n'a pas été produit par les grandes batailles, Gettysburg, etc., les charges de cavalerie et tout, mais par les tueries de village à village sur la zone frontière entre nordistes et sudistes qui ont fait la majorité des morts. Donc ça a toujours été, les États-Unis, un pays très violent. En plus de ça, ajoutez-y je crois qu'à l'heure actuelle sont recensés aux États-Unis pour 316 millions d'habitants, 450 millions d'armes à feu. C'est-à-dire, si on élimine des 316 millions d'Américains les enfants et les petits vieux incapables de s'en servir, vous avez 4 à 5 armes par individu adulte. Donc, dans un tel contexte, avec une telle proximité de l'arme à feu, tout conflit qui se réglerait à coups de baffe ou à coups de poing, normalement, là, termine par des morts avec des armes à feu. Et ce, dans toutes les couches de la société et dans toutes les communautés ethniques. Mmh. Xavier Hofer, on retourne en France puisque c'était le sujet initial de cet entretien, avec donc la gauche qui s'est rassemblée dans les rues de France hier, surtout donc dans nos métropoles, à Paris, on va en parler. C'était annoncé comme un grand mouvement social. En réalité, on le sait, ça a été complètement cannibalisé par la France insoumise. Beaucoup craignaient de nombreux débordements. Ils ont eu lieu. Néanmoins, on peut peut-être commencer par noter qu'on est bien en deçà de la révolution qui était annoncée par certains. Mais oui, mais vous comprenez, c'était une sorte de monôme gauchiste, quoi. Voilà, c'est rien de plus. Vous avez en France quelques milliers d'individus qui sont, au sens strict du terme, des révolutionnaires professionnels, qu'on trouve un jour sous le nom de Black Bloc, un autre jour sous le nom d'Antifa, et qui, pour l'essentiel, sont des gosses de riches ou des gosses de bourgeois qui se donnent des frissons et de l'adrénaline en participant à des actions violentes. Et puis autour d'eux, vous avez eu une espèce de petite bourgeoisie. C'est pas les prolos sont pas dans ces affaires-là du tout. C'est des petits bourgeois qui, participent à des actions, à manifestes, crient. Enfin, c'est le public de Monsieur Mélenchon, quoi. Voilà, c'est ça. Alors c'est ça qu'on a vu hier dans les rues et rien de plus. C'est-à-dire en gros, 3000 casseurs répartis sur les grandes métropoles où ils sont, parce qu'il n'y en a pas à la Cambrousse, vous comprenez. Ouais. Donc, ils sont dans les métropoles, généralement dans les quartiers chics. Vous avez vu hier
la drôlissime insurrection antifasciste des lycées du 16e arrondissement. Hein. Donc c'est ça, quoi. Mais là aussi, c'est un classique. Vous savez, dans les années 30, quand il y avait aussi de l'agitation de ce style, Paul Morand faisait remarquer que vers la fin de l'Empire chinois, c'est-à-dire vers 1900-1910, les fils de Bourges se déguisaient, de notables du régime de l'Empire chinois se déguisaient en gangsters et s'amusaient à jouer les bandits, et peu après, ça s'est effondré. Donc c'est plutôt un bon signe, si vous voulez. Ce sont les symptômes d'une situation qui ne peut plus durer et dans laquelle règne une espèce de délire collectif, et ça finit toujours mal pour les délirants. Hmm. Vous avez l'habitude d'analyser aussi la réponse des forces de l'ordre et du gouvernement face à ce genre justement de manifestations qui peuvent dégénérer. Est-ce que vous considérez que, en l'occurrence, la situation a été gérée comme il le fallait? Les gens qui nous gouvernent, au sommet, c'est M. Macron. Vous savez que le président de la République en France a énormément de pouvoir, soit directement par les leviers qu'il peut pousser, soit par l'influence qu'il a sur les grandes administrations, sur les élites, quoi, qui sont à son service, plus ou moins, et plutôt plus que moins. Et donc, la Macronie et ceux qu'elle a réduits en esclavage, qu'elle a pris en otage dans la droite libérale, comme M. Darmanin ou M. Retailleau, sont essentiellement des néolibéraux. Les néolibéraux, c'est une catégorie politique qu'on voit toujours au pouvoir en Grande-Bretagne avec M. Starmer, là, qui fait sortir des criminels dangereux de prison pour y mettre des gens qui ont eu le seul tort de faire un tweet où ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord pour qu'on égorge leur fille. Donc, on a vu ça aussi aux États-Unis avec M. Biden et Mme Kamala Harris. Donc, ces néolibéraux-là n'ont qu'un seul ennemi, c'est la droite nationale. Et donc, ils sont très mal à l'aise pour réprimer si peu que ce soit les gens qui ont leur sympathie, c'est-à-dire au fond, M. Macron est aussi antifa que le Black Bloc qui est en train de jeter des pavés dans la rue, mais d'une manière différente. Donc, il ne les réprime pas, il ne les réprime jamais. J'ai posé 50 fois la question de savoir où en étaient les enquêtes pour des sabotages extrêmement graves de voies ferrées, de TGV, de lignes essentielles de l'Internet qui, par exemple, alimentent les hôpitaux, les gendarmeries, la police, etc., et dont le sabotage peut provoquer des catastrophes. Donc j'ai posé 50 fois le premier de ces attentats graves, car ce sont des attentats avec une motivation politique. Ces gens qui font ça sont des anarchistes. Donc un acte de sabotage grave d'un service essentiel de la nation par des gens qui ont une motivation politique, si ce n'est pas un attentat, qu'est-ce que c'est, vous comprenez? Alors le premier de ces attentats graves a été commis à la gare de l'Est un an avant les Jeux Olympiques, c'était donc maintenant il y a 4 ans. L'enquête n'a mené nulle part. L'enquête des attentats des lignes de TGV et des lignes de l'Internet lors des Jeux Olympiques dans la fin juillet, début août 2024 n'a toujours rien donné. Pourquoi? Parce que et la police et la magistrature, sur ordre, regardent ailleurs. Je vous signale qu'aucun des individus qui, de loin en loin, sont arrêtés pour des actes de sabotage de pylônes électriques, etc., ils vont toujours chez le petit juge d'instruction du coin et nul d'entre eux n'a jamais été traduit devant le parquet antiterroriste, alors que ce sont des actes de terrorisme caractérisés et définis comme tels par les normes internationales de l'ONU. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose des gens qui nous dirigent en matière de répression de la gauche et de l'extrême gauche. Ils en sont physiquement incapables. Avec une autre raison pour laquelle ils n'agissent pas, c'est qu'ils sont très mal à l'aise pour agir parce qu'eux-mêmes sont fort corrompus. Dans l'entourage de M. Macron, vous avez par exemple les auteurs d'un livre qui s'appelle Les mots de Macron, qui a été publié au moment de sa première campagne électorale. L'auteur du livre qui portait M. Macron au nu, c'était M. Olivier Duhamel, dont on connaît les comportements avec des mineurs, n'est-ce pas? Avec les enfants, notamment le fils Kouchner. C'est dans un livre, ça a été raconté, tout le monde le sait, qui s'appelle La Familia Grande. Et le préfacier du livre, qui s'appelle M. Bigorne, qui était le directeur général d'une grande fondation libérale,
qui s'appelle l'Institut Montaigne, a été jugé et condamné pour avoir versé de la drogue dans le verre d'une dame dont il voulait abuser, et qui, devant le tribunal, s'est excusé en disant « Vous comprenez, je prenais 4 grammes de cocaïne par jour, alors j'étais un peu mal dans ma peau. » Le pauvre. Naturellement, ces individus-là, ceux-là ont été coincés, si vous voulez, M. Duhamel et M. Bigorgne, mais il y en a tant, et donc des gens qui baignent dans ce marigot-là sont incapables de réprimer, parce que, ce faisant, ils tirent sur une ficelle et tout peut leur revenir à la figure. Voilà, donc il ne faut rien attendre d'eux. Hmm. Sur les images qu'on a vues des rassemblements hier, il y a quand même certains slogans qui étaient carrément hors la loi. On a eu quand même cette image d'une tête qui se baladait sur une pique. Est-ce que vous imaginez, Xavier Hofer, une seule seconde, le même genre justement de fabrication de pancartes d'accessoires dans une manif de droite, et est-ce que vous imaginez l'opinion publique ne même pas relever ce genre d'éléments? Le dire, c'est tout dire. Comment voulez-vous imaginer ça une seule seconde? Comme je vous l'ai dit, ces gens-là n'ont qu'un ennemi. Récemment, il y a eu une exposition qui a été jugée blasphématoire par des catholiques pratiquants à l'église, donc la abbatiale de Saint-Denis, où il y a les tombeaux des rois de France, etc., ce qu'il en reste. Un jeune homme a été dans cette église, et avec du papier collant, voyez-vous, des petits bouts de scotch, il a collé sur le tableau qui jugeait blasphématoire une affiche qui pouvait s'enlever en 2 secondes, parce qu'elle était retenue par 3 bouts de papier collant, disant c'est pas bien de faire des choses pareilles. Le lendemain, il avait les flics chez lui. Ceux qui ont saboté les voies de chemin de fer du TGV, et 100 fois en France, nous avons la liste complète dans notre base de données de tous les actes de sabotage accomplis ces dernières années par centaines, et des actes de violence extrême, 0 arrestation, 0 condamnation. À un moment donné, il y avait au parquet antiterroriste 5 actions engagées contre des vieux poivreaux de droite qui avaient dit qu'il ne fallait pas que ça dure, etc., et 0 pour ces actes-là. Donc je vous dis, c'est normal, ils sont dans leur rôle, ils n'ont qu'un seul ennemi, c'est à droite. Au niveau européen, Madame von der Leyen, tout pareil, et donc c'est pas la peine de s'en indigner. C'est comme s'indigner du fait qu'un chien soit pas végétarien ou qu'un serpent rampe par terre, quoi. C'est dans leur nature. Donc ce qu'il faut, c'est une critique politique, c'est-à-dire qu'il faut que ces gens-là soient chassés du pouvoir le plus vite possible, de manière à cesser leurs méfaits. Mais tant qu'ils y sont, ils ne peuvent commettre que ces méfaits-là. Alors, on peut parler aussi de tous ces Français qui ont aussi énormément d'exaspération concernant les politiques qui sont menées, même notre personnel politique, et qui se sont vus privés justement de leurs moyens de protestation hier, puisque tout a été avalé par la gauche, récupéré par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Est-ce que vous pensez, Xavier Hofer, qu'il serait utile, bon, souhaitable que la droite prenne la rue à son tour? Alors bien évidemment, sans lui souhaiter qu'il y ait autant de débordements que la gauche pourrait en provoquer. Ça se passe pas comme ça en France. Ça se passe jamais comme ça. Les peuples ont des traditions. Quand on quitte les métropoles et qu'on se promène en dehors des 10 grandes métropoles françaises, vous avez toujours la population d'origine pour l'essentiel, en gros. Et séculairement, on le sait, ça a été décrit notamment par Tocqueville, etc. Les Français supportent tout, et un beau jour, ils renversent la table. Et quand ils renversent la table, ça peut être extrêmement violent. C'est-à-dire, Voltaire disait, les Français, ce peuple léger et cruel. Voilà, c'est ça qui définit la population française. Et on sait même, depuis Tocqueville, quand les choses partent en vrille, ça n'est pas quand ça va le plus mal, c'est un peu après, quand les choses commencent un peu à s'arranger. À un moment donné, les Français s'enragent et ça peut tourner vinaigre extrêmement vite. Donc nous ne sommes pas comme les Britanniques qui ont des traditions nationales différentes, qui cherchent des solutions politiques à un moment donné, et il faut du temps, et quand ça dure trop,
Ça arrive généralement, c'est arrivé régulièrement au cours des siècles. Monsieur Macron n'avait pas compris une chose, c'est que les Français modestes n'aiment pas être injurieux. Voilà. Je vous donne un exemple de ça. J'ai un copain personnel qui, dans le temps, a joué au rugby dans une équipe de son lycée où c'était des bourges de l'arrondissement où il habitait. Et donc, après, à la fin du match, il se traitait de nom d'oiseau en disant mais le rugby, c'est pas comme ça que ça se joue, t'as raté ton essai, etc. La première fois que le garçon a changé de coin, il était dans une équipe où il y avait de jeunes ouvriers qui en a traité un de con, il a pris son poing dans la figure et l'autre lui a dit on ne me parle pas comme ça. Monsieur Macron ne sait pas ça parce qu'il a toujours vécu dans les hautes sphères. Alors, donc, dans ces conditions-là, M. Macron arrive, il dit t'as qu'à changer la rue et tu trouves du boulot, t'as qu'à acheter un costard, les Français, les Gaulois rebelles, etc. Et hop, 15 jours après, il hérite de la première manifestation des Gilets jaunes. Donc, certaines manifestations des Gilets jaunes ont été très violentes. Donc, il nous met sans arrêt, par impéritie, par ignorance du peuple, les présidents de la République, de la Ve République, avaient généralement une connaissance assez intime du peuple français, même Mitterrand, qui était un grand lecteur, qui connaissait l'histoire de France. Ça a commencé à déraper un peu de ce côté-là sous Giscard, et puis depuis, c'est n'importe quoi. Alors, on a des gens qui ignorent complètement le peuple sur lequel il règne, et qui ignorent sa capacité à certains moments de s'enrager et de cogner fort. Alors, ce qu'il faut espérer, bon, à l'heure actuelle, la Macronie, c'est l'agonie, qu'on comprenait. Il appuie désespérément sur des boutons dont pratiquement, sur un tableau de bord devant lui, plus aucun bouton pratiquement répond. Et puis, ça va durer encore comme ça quelques temps. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce qu'à un moment donné, les bornes seront dépassées. Et dans ces conditions-là, on peut avoir un retour de flamme, mais extrêmement violent. Je ne le souhaite pas, je le regrette. Je pense que l'ordre républicain devrait être maintenu. Mais d'une part, ces gens-là en sont incapables, et deuxièmement, ils ne font que provoquer ceux qui, tranquillement, sont chez eux, travaillent, bossent et s'occupent de leurs affaires. Alors, à partir du moment où les gens, récemment, quelque chose est très très mal passé. Il est question de mettre sur chaque contrat d'assurance en France une somme qui servirait à payer les émeutes. Alors, vous avez un gouvernement qui laisse tout casser en France pendant une semaine, l'affaire de la jeune victime, entre guillemets, Naël, il y a 2 ans, et au bout d'un moment, comme ils ont été incapables de rétablir l'ordre, ils nous présentent l'addition. Donc, de telles manipulations sournoises que les gens apprennent un peu comme ça, au hasard, et qui les enragent, ça risque à un moment donné de mal finir, quoi. Je déplore, mais je ne peux pas écarter cette hypothèse-là. Au moment où on atteindrait un point de bascule. Vous nous disiez, Xavier Hofer, que la France était quand même très différente du Royaume-Uni ou des États-Unis, et c'est bien vrai. Néanmoins, il y a quand même un mouvement de fond qu'on peut observer partout. Aux États-Unis, je pense que vu les dernières semaines, à mon avis, il va y avoir des réactions après donc l'assassinat de Charlie Kirk, mais aussi cette Ukrainienne qui s'est fait pareil, assassiner dans le métro. Enfin, voilà, en Angleterre ou même dans les pays anglo-saxons, on a eu cette jeune fille qui a dû défendre sa petite sœur face à un harceleur qui était aussi clandestin. On va avoir cette manifestation organisée par Tommy Robinson. Il y a quand même un mouvement de fond où les peuples en ont marre, et ça se constate à la fois à l'étranger et en France. Évidemment, mais les peuples ont des traditions nationales et manifestent leur exaspération, chacun avec son style. J'ai toujours dit, ça fait 10 ans ou 15 ans, à l'heure actuelle, la France reste calme. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'il y a un recours. Le recours, en gros, il ne faut pas se le voiler, c'est Marine Le Pen, quoi. C'est celle qui a les votes de masse, et donc les gens dans les petites villes, un peu en dehors des centres-villes, ils disent un jour on va voter pour elle, et puis on aura une solution, et puis après ça, quand elle sera là, ça ira mieux. Si jamais elle ne peut pas se présenter, et si jamais les gens brutalement sont confrontés au gouffre, c'est-à-dire ça va de plus en plus mal, et il n'y a pas de solution,
il faudra se préparer peut-être à des moments difficiles parce que les Français sont des légitimistes. Hein. Ok, il y a un mec qui est au pouvoir, tant qu'il assure tant soit peu ma sécurité et tant qu'il fait les choses à peu près proprement, je bouge pas, je râle, je trouve que je paye trop d'impôts, mais je me révolte pas. Si un jour les conditions sont réunies, que brutalement les gens se réveillent et que le mari à 3 heures du matin, secoue sa femme et lui dit mais où on va et nos enfants, le gouffre, etc. Là, les choses peuvent vraiment s'aggraver. Et une fois de plus, à ce moment-là, bien entendu, tous les petits provocateurs, les petits trotskistes, les petits anards, tout sera balayé comme un fétu de paille, car ça ne pèse rien. C'est quelques centaines d'individus sur le territoire, et le jour où les forces qui représentent l'ordre et la sécurité se mettent en branle vraiment dans l'esprit de rétablir l'ordre, ils seront balayés dans la journée, quoi. Comme je l'ai dit récemment à votre micro, et j'insiste, pour faire une guerre civile, il faut être deux. À l'heure actuelle, il n'y a rien en face. Quelques centaines de jeunes bourges qui se la jouent, autour d'eux des bandits en grand nombre, mais les bandits ils sont en guerre les uns contre les autres, quoi. C'est pas la Fédération de France du FLN. Et donc, à ce moment-là, ils protégeront leur fric et puis ils laisseront les jeunes anards se débrouiller tout seuls avec la répression, car vous savez, ça fait depuis avant la bande à Bono. La bande à Bono, c'est 1910-1911. Toujours depuis la fin du 19e siècle, il y a eu une forme politique qu'on appelle l'anarchisme illégaliste qui pense qu'il va y avoir une convergence des masses entre tous les gens qui sont illégaux sur le territoire. Les anarchistes, les bandits, les terroristes, les ceci, les cela. Ça n'a jamais marché. Comme du côté trotskiste, chaque fois qu'ils sont deux, il y a une scission, et donc ça a toujours été des sectes ridicules de quelques centaines d'individus, et leur seule capacité, c'est la capacité de nuisance. Si un jour, ils se font taper sur le museau pour qu'ils se calment et qu'ils rentrent chez eux dans leur trou et qu'ils cessent d'embêter les braves gens, eh bien, à ce moment-là, ça ne durera pas très longtemps. Parce qu'une fois de plus, pour faire la guerre d'Espagne, il faut deux armées. Pour faire la guerre de sécession, il faut deux armées. Pour faire la guerre civile russe, il faut deux armées. Pour faire la guerre civile chinoise, il faut deux armées, etc., etc. Xavier Hofer, les règles... Je vous coupe, on va reprendre cette discussion dans un instant. L'heure file, donc on écoute quelques minutes la chronique d'Arthur de Vatrigan qui nous a rejoint. Vous restez en ligne avec nous et comme ça on finira cette discussion ensemble. Merci beaucoup Xavier Hofer et à tout de suite. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. On continue donc cette discussion entre Xavier Hofer et Arthur de Vatrigan. Xavier Hofer, est-ce que vous nous entendez ? Impeccablement. Bon, alors on va commencer au moins quelque chose qui marche. Voilà, exactement. Puis nous aussi, nous marchons. Nous avons deux jambes, alors voilà, hop, c'était le moment comique du matin, chers auditeurs. On va commencer, Arthur de Vatrigan, avec quelque chose de beaucoup moins comique. D'ailleurs, vous demandez votre réaction après l'assassinat de Charlie Kirk en direct hier. C'est une image de plus effrayante. Alors on se dit que dans ce pays qui, il y a quelques mois, a failli... Le nouveau président, qui n'était pas président encore à l'époque, candidat Donald Trump, a failli se faire assassiner. Donc on dit que tout est possible, évidemment. Alors on ne va pas découvrir que l'Amérique est un pays qui est né dans le sang, que ça fait partie de son ADN et que les violences ont toujours été là. Je crois que c'est peut-être le record de tentatives d'assassinat de président. Il me semble que, dans le cas en Occident, il me semble que c'est aux États-Unis. Donc la violence a toujours été présente aux États-Unis. Mais là, on a quand même le sentiment, quand on regarde ce qui se passe depuis ces quelques mois, on a un sentiment d'avoir complètement un truc inversé. Vous avez le discours officiel qui vous dit le danger, c'est le populisme, l'extrême droite, l'international réactionnaire, ils sont violents, ils veulent renverser, ils sont factieux, ils peuvent tuer. Et ceux qui sont menacés, ceux qui échappent à des attentats ou des assassinats et ceux qui meurent, ce sont des types en fait plutôt qu'on qualifierait que la gauche ou l'extrême centre qualifie l'extrême droite. Et on a l'impression d'avoir un truc complètement inversé, de vivre dans un monde parallèle. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que quand on regarde les réactions, finalement, on se dit c'est bien fait pour eux, quoi. Oui, c'est ça qui est effrayant. Je veux dire, je suis tombé de ma chaise hier quand j'ai vu le tweet de l'imbécile Mendès France, là, spécialisé dans les complots. J'ai découvert l'existence parce que
Il m'a même moi-même accusé d'un complot dont j'ignorais complètement l'existence, de faire un complot. Et le type, il explique Charlie Kirk, conspi d'extrême droite, victime d'une tentative d'assassinat. Mais je veux dire, à quel moment ce type a un minimum de dignité, un minimum d'honneur pour dire je vais peut-être pas vomir immédiatement, on va attendre un peu, déjà pour voir s'il est mort ou pas mort. En fait, c'est fascinant. Ces types osent tout, ces types n'ont pas de limite. Donc vous avez les violents d'extrême gauche et l'extrême centre en fait qui condamnent pas. Donc quand on condamne pas, on adoue moralement. Oui, oui, on a effectivement, et ça on peut en discuter avec vous, Xavier Hofer, on a eu des réactions particulièrement choquantes dans la presse, avec notamment, par exemple, des gens qui expliquent qu'en même temps, on peut comprendre le sentiment devait habiter ce tireur au moment où il a tué Charlie Kirk, parce que c'est tout naturel. La gauche est systématiquement légitimée dans la violence qu'elle va imposer à la sphère publique, parce que elle a décrété qu'elle était le camp du bien. Ben oui, dire ça une fois de plus, c'est souligner l'évidence, quoi. Vous avez ce qu'on appelle l'extrême centre, c'est-à-dire les néolibéraux et l'extrême gauche, ils ont le même ennemi. Ce sont des gens dont le sort est indéfectiblement lié, parce que dès que quelqu'un qui vient, par exemple, de la droite nationale, accède au ministère de l'Intérieur, on sort les dossiers de corruption de l'entourage de M. Macron et les exactions et les actes de terrorisme commis par l'extrême gauche, et ils sont tous en tôle en très peu de temps. Et d'autant plus vite que, même s'ils serrent les dents, nombreux sont les policiers et nombreux sont les gendarmes et nombreux sont même les juges qui n'attendent que ça, qui voient toujours les mêmes, donc devoir de réserve, ils disent rien, ils restent sur leur compte à soi, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, et j'en connais le nombre de futurs commissaires de police, officiers de gendarmerie et magistrats que j'ai eu comme étudiants à l'Institut de criminologie, j'en vois, je leur parle, et ce qui se passe à l'heure actuelle ne les amuse pas du tout et les inquiète. Donc ces gens-là, à l'heure actuelle, sont dans l'état de calme et de tranquillité d'esprit de la population anarchiste de Barcelone 15 jours avant l'entrée des troupes nationales, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il faut en venir à des extrémités pareilles, mais je donne un élément. Ils étaient complètement hystériques. Alors, et pour cause, parce que le ciel allait leur tomber sur la tête. À l'heure actuelle, ils sont dans cette situation-là. Tout ce qu'ils ont fait comme activité, on ne sait pas tout, on le saura peut-être un jour, de totalement illicite, de flicage des gens, d'écoute illicite, de machin depuis des années, ils se doutent bien qu'un jour, ça va leur retomber dessus s'ils perdent le pouvoir. Vous comprenez qu'à l'heure actuelle, au fond, M. Macron, il dirige la France avec 3 personnes. Il dirige la France avec M. Niel, il dirige la France avec M. Veil et il dirige la France avec M. Ernotte. Une fois qu'il a perdu l'appui de ces 90% de la presse dite d'information qui sert encore à anesthésier et à empoisonner l'esprit des gens, il perd de tout. Je vais vous donner un cas précis. Il y a 3-4 jours de ça, à Mulhouse, il y a eu 2 bandes qui se sont affrontés dans le centre de la ville et il y a eu un mort, un blessé grave, des blessés légers, etc. À aucun moment, il a fallu que je cherche et que je gratte, les médias n'ont même dit de qui il s'agissait. C'est-à-dire, on disait, c'est des personnes, c'est des gens, c'est une rixe, il y a eu un heurt, etc. Et donc, malgré le fait qu'il y ait des morts et des blessés. Et bien entendu, il s'agissait à 100% d'éléments halogènes venus des Balkans. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, le système survit parce que la réalité, le réel criminel échappe complètement aux Français. On leur en masque 80 à 90%. Il y a des règles et des normes dans toute la presse qui appartient donc aux milliardaires en question ou aux fonctionnaires en question. C'est quand le coupable est issu de la diversité, comme on dit, on ne prononce jamais son nom. Quand le coupable, quand la victime est issue de la diversité, on le chouchoute, on le baptise, on lui donne tout son nom, son pédigré, le fait qu'il n'a rien fait de mal, etc. Et quand par hasard, alors il y a à peu près 1 an, j'étais plié en 2 de rire, il y a un blanc qui s'appelle Jean Dupont qui a commis un hold-up. Il y avait dans le journal du coin un article de 20 lignes, son nom a été prononcé 30 fois.
Jean Dupont, Jean Dupont, Jean Dupont, Jean Dupont. Son nom venait de manière obsessionnelle. Les gauchistes du journal avaient été tellement enchantés d'avoir enfin trouvé un Gaulois qui avait fait un braquage qu'ils répétaient son nom sans arrêt. Donc voilà, un tel système comme ça, d'abord, est dévalorisé. Il n'y a plus qu'un petit quart de la population qui fait vaguement confiance à tout ça. Mais quand même, ça pèse. Et donc, à partir du moment où tout ça disparaît, d'abord le cauchemar et ensuite le couvercle de la marmite saute. Et à ce moment-là, les gens en question, ceux qui sont coupables, que ce soit les gauchistes ou les néolibéraux, effectivement vont être en grand danger qu'ils soient traduits devant la justice pour les malversations et les crimes qu'ils ont commis et effectivement jugés. Alors vous comprenez qu'à l'heure actuelle, ils se conduisent, comme le dit Vatrigan, c'est-à-dire en dissimulant tout, en hurlant à la mort, et puis parce que c'est ça signale, si vous voulez, quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à un dernier tour de piste. Ouais, c'est tout ce qu'on peut espérer. C'est vrai que Jean Dupont qui fait un hold-up, pardon, mais on dirait un personnage de bande dessinée qui va... Ouais, c'est ça. Et puis Tintin va se lancer à sa poursuite. Oui. Alors, je vais citer Jean Gabin, je crois, dans Un singe en hiver. Écoute, petit, il y a les poissons, il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Voilà. Jean Dupont, c'est un poisson volant. Merci d'avoir imité aussi le ton de Jean Gabin, Xavier Hofer. En fait, ça va très bien. Je sais tout faire. Je vois ça. Arthur de Vatrigan, sur ce dernier tour de piste qu'évoque Xavier Hofer, est-ce que vous êtes tout aussi optimiste ? Optimiste, je sais pas, parce que malheureusement, l'animal blessé est plus violent. Et là, on voit quand même depuis quelques années que la riposte devient de plus en plus radicale, il y a de moins en moins de limites, parce qu'ils sentent eux-mêmes qu'ils sont, alors pas fragilisés, ils n'étaient pas jusqu'alors fragilisés, mais ils se sentaient de plus en plus contestés. Et donc forcément, pour éviter la contestation, on éteint la contestation, on utilise des méthodes violentes. Et là, c'est vrai, on a l'impression, première fois que j'ai un sentiment j'ai l'impression de voir une fragilité chez eux, une vraie fragilité. Ce qui s'est passé après l'affaire Cohen-Legrand, je les ai jamais vus aussi blafards, ces gens-là, aussi tremblants, sortant des trucs qui n'ont pas de sens, se contredisant. Je me dis, ça c'est quand même positif. Mais c'est positif parce que ça annonce peut-être l'hégémonie qui commence à être un peu fendillée. Mais ils ont quand même encore beaucoup de pouvoir. Et encore une fois, comme ils se sentent investis d'un magistère spirituel, faire cramer tout le monde, ça les dérange pas. C'est des grands inquisiteurs, ils y vont, quoi. Et donc, plus ils vont se sentir en danger, plus la riposte va être violente. Et ça, malheureusement, on sait. Et l'Amérique, je pense, alors, a sa spécificité. Je l'ai dit tout à l'heure, la violence, les armes, tout ça, on sait. Mais ce qui se passe là-bas, cette polarisation extrême où vraiment, il y a on a l'impression d'avoir une guerre. Alors, c'est un territoire très grand, on n'a qu'une partie des informations qui arrivent en France. On a quand même l'impression d'avoir deux camps qui s'affrontent avec des armes, en tout cas surtout l'un. Et je me dis pourquoi nous en France on y échapperait ? Qu'est-ce qui ferait qu'on va échapper à ça ? Alors parce qu'on n'a pas la culture des armes, parce que on n'a pas la même histoire récente. J'essaie de me dire ça pour me rassurer, mais je n'y crois pas moi-même en fait. Et puis face à des populations qui, elles, ont la culture des armes, effectivement... Ah oui, alors ça, c'est les autres. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont déjà là, qui sont plus nombreux, qui sont plus armés, en gros, l'immigration, les trafiquants. Mais moi, je parlais de l'autre camp politique. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas politisés, ces gens-là. Je veux dire, ceux qui battent des records d'incarcération, qui sont à chaque fois... pris les mains avec plein d'héroïne ou dans des bagnoles faisant des go fast, les islamistes, tout ça. C'est pas une politisation à l'occidentale. Là, aux États-Unis, on voit deux camps politiques occidentaux qui s'affrontent, dont l'un utilise des armes. Est-ce que ça va arriver en France ? C'est la question que je me pose. Et on continue à avoir justement de la part de ce camp politique la volonté d'encourager tout ce qui fracture la société. Et donc là, évidemment, je pense en premier lieu à l'immigration, puisque on en parle beaucoup avec donc, le cas d'Irina Kirk, mais aussi, encore une fois, cette jeune anglo-saxonne qui a dû défendre sa petite sœur. Mais en France, on en a tous les jours des cas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas de la psychiatrie
en fait, une étude psychiatrique a mené dans le camp de la gauche, puisqu'ils continuent de défendre, alors que toutes les preuves sont sous leurs yeux du tort que ça cause à la société et à leur peuple. En fait, Vous n'êtes pas on, psy, je sais, mais quand même. on pourrait se dire, ouais, ça c'est sûr, et j'ai surtout pas envie de le tenir, je suis trop éponge pour ça. Euh, En fait, c'est qu'ils ont même. On pourrait penser à la phrase de Peggy, vous savez, qui affronte. Il a les mains sales. Mais en fait, ces gens, ils ont même plus de mains, quoi. Ils se sont coupés les mains. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment résoudre ou comment éliminer les germes de destruction qu'ils ont eux-mêmes semés. Est-ce qu'ils les voient? Alors, il y en a qui les voient. Évidemment, il y en a qui les voient, mais ils ne comprennent pas. Et puis d'autres, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire que non, on est dans le déni total parce que la réalité serait beaucoup trop plus violente. Vous imaginez la culpabilité, il faut vivre avec après. Donc je pense que vous avez les deux, quoi. Il y a ceux qui ceux qui ont plus de mains, qui sont coupés les mains, et puis ils constatent comme ça en bégayant et ils reconnaissent à demi-mot, mais en même temps, mais ils voient quand même. Et ceux qui sont dans la fuite en avant totale et qui vont. C'est pour ça que je pense plus l'hégémonie sera fragilisée, plus le mensonge et le déni va augmenter. Et ce mensonge va s'accompagner de violence, va s'accompagner d'une riposte sans limite. Alors on l'a déjà vu, on supprime des comptes bancaires, on menace, mais ça peut aller encore un cran plus loin. Et c'est ce que je crains que ce qui va arriver bientôt, ça va être ça, quoi. Dans les prochains mois, les prochaines semaines, on va monter d'un cran dans l'intensité. Xavier Hofer, il vous reste 1 minute. Vous avez souvent tendance à nous expliquer en quoi justement le gouvernement peut changer les choses, résoudre des situations. En réalité, là, on est en train de parler d'une fracture de la société qui est plus profonde et qui existe même donc, au-delà des histoires politiques. C'est vraiment des mentalités qui vont s'opposer au sein même de la population. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une crise de l'appareil d'État. L'appareil d'État est en train de perdre pied, comme souvent à la fin d'un système. Vous savez, la Ve République, c'est une vieille dame maintenant. Elle est apparue dans les années 60, avant, longtemps avant qu'on songe à l'Iselotte du Treuil. Donc, c'est quelque chose de très, très vieux. Et donc, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est des gens qui perdent pied, qui sont plus capables de régler les problèmes, qui appuie sur tous les boutons désespérément sans jamais arriver à en régler aucun. Et même au niveau de l'Union européenne, c'est pareil, quoi. On a affaire à des gens qui se la jouent, qui disent qu'ils vont aller affronter la Russie un jour, je sais pas quoi, la Turquie le lendemain, alors que ils disent ça avec une capacité de faire la guerre qui est de 30 minutes à peu près face à des cadences de tir de la guerre réelle. Et donc, à la fin, quand un système se replie autour de la seule arme qui lui reste, c'est-à-dire les médias, la communication, ceci ou cela, ça veut dire qu'il est quand même assez gravement touché. Alors, effectivement, bien entendu, dans la période où le crocodile est blessé, ses coups de queue sont redoutables. Donc, il ne s'agit pas de dire ça va se passer comme une fleur. Mais je crois à l'heure actuelle que plus en plus, la population sent qu'ils n'ont plus des solutions, ils ne savent plus quoi faire, quoi. Le fait d'avoir cassé l'Assemblée nationale en 3/3 irréductibles, et dont chacun ne peut que vouloir détruire le troisième en s'alliant momentanément avec le numéro 2, mais ça ne va pas plus loin. Et puis après ça, les dissensions reprennent. C'est insoluble. Bon. C'est insoluble. La solution passe par le départ de M. Macron d'une façon ou d'une autre, légale, bien entendu, et deuxièmement par le fait d'appeler le peuple à voter. C'est la seule solution. Autrement, on s'enfoncera encore. C'est tout ce qu'on souhaite, Xavier Hofer. En tout cas, voilà. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour parler de tous ces sujets. Merci de nous avoir permis cette discussion avec Arthur de Vatrigan. Merci à vous aussi, Arthur. Et puis, je vous dis à tous les deux à très bientôt. Arthur de Vatrigan, on vous retrouve la semaine prochaine. Et Xavier Hofer, vous êtes un invité régulier, donc on ne manquera pas de vous retrouver prochainement.